On aura un moment, alors dans le courant de la présentation, c'est bien de prendre des notes, de ne pas trop interrompre, à moins que vous ayez vraiment quelque chose de brûlant qui vous marque. Et après, bon, par contre, on aura une discussion où chacun, à tour de rôle, pourra s'exprimer, poser des questions, avoir un échange. Et ensuite, alors aujourd'hui, comme c'est un café destin sur un thème du tarot, donc de la magie, de la voyance aussi, en même temps qu'on va parler du jeu lui-même, on a invité Patricia, qui elle-même est tarologue, qui vous parlera d'elle beaucoup mieux tout à l'heure que moi, que je pourrais le faire. On se connaît depuis peu, là, à travers Jacques Ambron. Et nous aurons un atelier en fin du Café Destin avec elle. Alors l'idée, ce serait aujourd'hui de faire tirer une carte à l'Assemblée, à ceux qui le veulent. Pour ceux que ça intéresse. Pour ceux que ça intéresse, voilà. Et elle interprétera cette carte du destin, cette carte du jour, voilà, qui est pour les uns et les autres. Ça peut être un jeu, un petit atelier intéressant. Voilà. En bref, comment ça va se passer? Alors, respectons donc bien les règles du café philo, respectons-nous, quand quelqu'un s'exprime, ne lui coupons pas la parole, on essaiera de gérer le débat de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer dans une bonne entente, une bonne cordialité. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais rappeler aussi quelques dates. Ici même, le 14 mars, nous avons un prochain Café Tao sur le thème de « Qui habite en moi? Y a-t-il de l'originel ?» Un peu le Mr. Hyde et Dr. Jekyll, c'est le thème de la double personnalité. Ça sera avec Jean-Luc Berlet et encore moi-même, je crains, le 14 mars, voilà. Il y a, je rappelle pour ceux qui aiment les thèmes scientifiques, le 28 mars, à l'Espace Culture et Paix, dans le 13e rue de Don Rémy, le 28 mars à 14h30, il y a un club science sur le thème de la musique, alliance de l'art et des mathématiques. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Et puis très certainement, à la fin mars, au début avril, on aura un week-end philo en Normandie sur le thème monde flottant et impressionnisme. Mais on en reparlera un peu mieux. Voilà. Alors, aujourd'hui nous allons aborder la question du tarot. Alors, d'abord, il faut dire le jeu de cartes de tarot, car le tarot appartient à l'histoire de la carte à jouer, à ce chapitre de l'histoire de l'art d'un certain côté, et en même temps il ouvre par son symbolisme, par son histoire, à un autre volet de la pensée, c'est celui du monde de l'imaginaire, de la voyance, de l'occultisme, et nous essaierons d'entrevoir ces deux aspects dans cette présentation. Qui connaît déjà le tarot que l'on dit de Marseille? Ce tarot, alors qui n'est pas le tarot avec lequel on joue au jeu de tarot, les cartes à jouer. Il y en a quand même quelques-uns qui connaissent le tarot de Marseille, mais pas tout le monde. Pas tout le monde. Alors là, j'ai une petite carte que je peux faire circuler. On a quelques jeux ici, que l'on verra plus tard avec Patricia. Je peux déjà faire circuler cette carte pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, le tarot traditionnellement, en France par exemple, ce sont des cartes avec des grands chiffres romains et des scènes représentant la campagne, la ville, les saisons. C'est un jeu de cartes qui a été modifié par rapport aux cartes traditionnelles italiennes au XIXe siècle et finalement qui a été un jeu assez populaire en France, dans les pays de langue allemande, un petit peu en Europe de l'Est et même jusqu'au Danemark et en Tchécoslovaquie.
un jeu qui aujourd'hui est un peu en désuétude. On joue aujourd'hui beaucoup plus au poker, au bridge, éventuellement des jeux anglo-saxons, mais le tarot reste un petit peu un jeu particulier qui n'est plus tellement en vogue aujourd'hui. Alors je vais vous faire circuler aussi cette carte d'un tarot autrichien qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un tarot français, puisque ce sont les tarots français qui ont été modifiés à la fin du XVIIIe siècle et qui sont devenus la forme populaire de tous les jeux de tarot que l'on retrouve actuellement dans les pays d'Europe de l'Est. Voilà. Alors tarot, jeux et magie aussi, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est une exposition qui a eu lieu il y a 30 ans à la Bibliothèque nationale, une très très belle exposition sur justement les cartes à jouer en général et en particulier les jeux de tarot qui ont une très longue histoire qui remonte au XVe siècle. Tu l'as vu l'exposition? Je n'ai pas vu hélas cette exposition, mais je m'y suis intéressé et par contre il y a un catalogue. Je vais parler un petit peu de cette exposition justement parce qu'elle est intéressante à plus d'un titre. Déjà, c'est une exposition rare, il n'y en a pas beaucoup comme ça dans le monde de cette importance-là. Il y avait plus de 150 jeux anciens, des jeux du XIVe siècle, du XVe siècle, des cartes à jouer anciennes, c'est assez extraordinaire. Le fonds d'estampes et de documents en France est énorme, aussi bien à la Bibliothèque nationale, mais aussi à Lyon, à Rouen, et beaucoup de collectionneurs à cette époque-là, en 1985, en début 1985, avaient énormément de jeux en prêt. Ça avait été une exposition incroyable. Elle était organisée par André Miquel, qui était l'administrateur de l'époque de la Bibliothèque nationale. André Miquel, c'est quelqu'un qui a, comme beaucoup de ces personnes qui sont liées à ces recherches sur l'histoire de l'art, qui a une biographie énorme, hein, ancien élève de l'école normale, administrateur, il a plusieurs licences. Il a écrit une histoire de France, c'est lui. Aussi. Un ami de François Mitterrand, il fréquentait les princes de l'époque, donc c'est une personnalité et il se passionnait pour l'histoire de l'art et il a chargé un historien de l'époque qui est très connu dans le monde de la recherche sur les cartes à jouer, qui s'appelle De Police, Thierry De Police, a constitué un catalogue et d'organiser cette exposition. Et je me base personnellement, et ça reste encore aujourd'hui d'ailleurs, une référence sur les recherches et sur l'étude concernant le monde des cartes à jouer, le monde des tarots. On n'a pas fait mieux depuis et je m'en inspire principalement aujourd'hui et ça reste une référence. Voilà. Il y a eu entre-temps une autre très belle exposition, je ne sais pas par contre si quelques-uns d'entre vous l'ont vu, c'était en 2009, l'été 2009, à la Bibliothèque de l'Arsenal. Ça s'appelait Jeux de princes, Jeux de vilains. Et cela reprenait non seulement le monde des cartes à jouer, mais le monde du jeu en général. Et cette exposition, je vous la recommande, elle est toujours en lien. C'est une exposition permanente de la Bibliothèque nationale. Donc si vous recherchez sur Google Jeux de princes, Jeux de vilains, Bibliothèque nationale, vous allez tomber dessus et c'est magnifique. Et il y a un grand nombre de cartes à jouer, d'explications sur le monde des cartes, etc. C'est vraiment quelque chose à voir. Voilà. Oui, voilà, jeu de prince, jeu de vilain. Pourquoi jeu de prince, jeu de vilain? Parce que toute l'histoire des cartes à jouer, en fait, va osciller entre ces deux pôles. Ça sera au départ des créations dans le monde des nobles, hein, dans le monde des princes, des rois de l'époque, et qui en même temps aura un engouement populaire.
Et on aura donc deux sortes de créations. On aura les jolies cartes vénitiennes, anciennes, enluminées, comme des véritables tableaux, des chefs-d'œuvre. Et puis en même temps, on aura des cartes toutes simples qui seront des cartes, des gravures au pochoir, des choses beaucoup plus populaires, beaucoup plus simples. Et on aura ces deux choses qui se verront tout au long de l'histoire des cartes à jouer. Alors, la question de l'histoire des cartes aussi, elle est assez ignorée en grosse partie parce qu'il y a eu un engouement à partir du XVIIIe siècle sur l'interprétation des cartes du tarot de Marseille que je vous ai fait circuler, en voulant mettre en avant une histoire un peu fantaisiste, une histoire imaginaire qui voulait faire remonter ces cartes aux Égyptiens, à un Orient mystérieux, et qui ont discrédité, je pense, quelque part auprès de beaucoup de chercheurs, de gens même qui auraient eu un intérêt quelconque, parce que cette histoire très imaginaire n'a pas beaucoup de fondements, et très très vite c'est resté quelque chose qui s'est localisé à quelques spécialistes, et c'est juste les gens qui étaient versés un petit peu dans une recherche de l'imaginaire que ces thèses se sont maintenues et développées. Mais les cartes, en fait, au départ, avant le tarot, ce sont des cartes à jouer. Et les cartes à jouer, ce sont des cartes que nous connaissons aussi. Il n'y a pas que des jeux de tarot, il y a des cartes, des jeux de 52 cartes, des jeux de 32 cartes, on appelle ça des jeux de piquet d'ailleurs. C'est un vieux mot qui remonte au Moyen-Âge. Et ces cartes, en fait, alors que les cartes de tarot n'arrivent pas en France avant le XVIe siècle, ces cartes, elles, remontent à la fin du XIVe siècle. On a des premières datations qui sont principalement des interdits, des réglementations, des choses comme cela, qui viennent signifier qu'il y a une apparition soudaine en Europe des cartes à jouer traditionnelles, donc de ces jeux de 52 cartes au départ, que l'on a simplifié ensuite en enlevant un certain nombre à des jeux de 32 cartes pour facilité de jeu, en quelque sorte. Et on a principalement un document de 1377, que je dois mentionner ici, d'un certain Jean de Rheinfelden, qui était un moine dominicain, en fait, d'origine germanique, de Fribourg, qui a écrit dans un ouvrage sur les mœurs de son temps, en quelque sorte, il a écrit toute une explication sur les cartes à jouer. Et il décrit, là je cite, le jeu de cartes est venu à nous cette année, 1377, et il décrit 3 jeux de 52 cartes avec une structure 4-13, c'est-à-dire 4 suites et 13 cartes par suite. Donc ça ressemble en effet tout à fait au jeu que l'on a actuellement aujourd'hui, jeu de poker. Mais aussi, il parlait de jeux de 78 cartes avec une structure 6-13. C'est-à-dire que là, il y avait 6 suites et 13 cartes par suite. C'est-à-dire qu'à l'époque, le jeu n'était pas figé. Il pouvait y avoir 4 suites, 5 suites, 6 suites, etc. Autant de suites que vous pouvez imaginer. Mais le nombre de 13 cartes par suite a toujours été en quelque sorte respecté. Et lui-même était fasciné par un jeu de 60 cartes, avec 5 personnages de cour. Alors dans les personnages de cour, il y avait bien entendu le roi, et ce que l'on appelle aujourd'hui la dame et le valet étaient des lieutenants. Il y avait le lieutenant supérieur, le lieutenant inférieur. Et puis plus tard, on a rajouté aussi des suites où parfois il y avait des reines et des servantes. Alors les Français, qui sont toujours courtois, ont gardé le jeu avec les reines et les servantes, mais en Allemagne, dans tous les pays de Pologne, d'Europe de l'Est, on a par contre conservé
les deux lieutenants, hein, le Uber-lieutenant et le Under. C'est moins drôle, hein? Ben oui, c'est moins drôle, c'est moins poétique. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des... Alors que nous-mêmes, dans les cartes françaises, on utilise les piques, les carreaux, les cœurs et les trèfles. En Allemagne, on utilise toujours les glands, les clochettes, c'est plutôt bucolique. Et puis en Italie, on utilise les bâtons, les deniers, les épées. On voit que chaque pays a ses enseignes, ses couleurs qui correspondent un peu à leur tempérament, à leur culture. Voilà. Et ainsi de suite, on trouvera de plus en plus mentions et descriptions des jeux de cartes traditionnels. Je ne parle toujours pas des tarots. Dans la période de la fin du XIVe siècle, début du XVe siècle, on a en France d'ailleurs dans un registre de la Chambre des comptes de Charles VI de 1392 qui parle d'une commande à un peintre, Jacquemin Gringoneur, 3 jeux de cartes à or et à diverses couleurs et plusieurs devises. Tu peux ? Oui, bien sûr, vas-y tranquillement, oui. Voilà. Donc, on accommode à un peintre, et là justement, cela signifie deux choses, que déjà, c'était des artistes renommés à l'époque, les mêmes artistes qui faisaient les fresques, qui faisaient les enluminures, ce sont ces mêmes artistes qui s'occuperont aussi de faire ces cartes à jouer, de dessiner, d'enluminer, parce que c'était de véritables œuvres d'art. On en verra quelques-unes plus tard, je vous en montrerai. Donc, cela est l'histoire de la carte à jouer. Maintenant, on trouve à partir du deuxième quart du XVe siècle, on commence à parler des cartes de triomphe. Trionfi en italien, ces fameuses cartes de tarot. Pourquoi triomphe? Parce que c'était un jeu à l'époque. Et triomphe, ça veut dire en fait victoire, succès. C'était une couleur supplémentaire qui avait été rajoutée pour des jeux, pour une complexification du jeu. Et ces cartes de triomphi ont démarré en Italie au début du XVe siècle. Et c'est de là qu'elles se sont répandues, mais pas partout en Europe très facilement. Très progressivement, on les a retrouvées en Espagne où il y avait forcément des liens politiques importants. Et puis, à travers la Suisse, elles se sont répandues le long du Rhin, jusqu'en Allemagne progressivement. Mais le jeu n'a jamais connu une diffusion et une importance aussi grande que le jeu de cartes ordinaire. Je pense pour 2 ou 3 raisons, mais une première raison, c'est vrai qu'au niveau populaire, jouer avec 52 cartes était déjà difficile, on a réduit le jeu très vite à 32 cartes. Le jeu de tarot, en rajoutant une couleur supplémentaire, une couleur d'atout supplémentaire de 22 cartes, avec des allégories complexes et autres, cela faisait un jeu assez lourd, assez complexe, et ça n'a pas eu un engouement aussi grand que cela. C'est resté pendant longtemps un jeu de prince, un jeu de noble, qui était réservé un peu à une élite, et ce n'est que tardivement, vers le XVIIe siècle, que ce jeu a pris un nouvel essor, avec le développement de l'estampe, avec le développement de l'imprimerie, et comment? Oui, et voilà. Et donc cela s'est développé ainsi comme cela petit à petit. Donc en Italie du Nord, c'est là qu'il faut voir les premières manifestations du jeu de tarot. En 1442, à Ferrare, on mentionne pour la première fois le jeu de cartes de triomphe. Et on a, alors là je vais vous montrer quelque chose, ici même, je pense. Voilà. Chance. Voilà. On a à Milan, dans je pense que tout le monde connaît la Villa Borromée à Milan. C'est dommage. En tout cas, Milan est l'Italie du Nord, l'Italie en général, est
un lieu de grands artistes. Et au moment de la Renaissance, il y a eu énormément de palais, de chefs-d'œuvre qui se sont réalisés. Et on trouve dans cette Villa Borromée à Milan une première peinture qui représente et qui date donc de 1440 environ. Hein. Je vais la faire circuler, hein, c'est le plus simple, j'ai pas plus grand. Voilà, j'ai pas plus grand. En tout cas, c'est assez extraordinaire qu'on a des personnes des nobles en train de jouer aux cartes. Hein, et on a fortement à penser que ce sont des cartes de tarot, puisque les cartes de tarot sont très répandues à Ferrare, à Milan, et qu'on a retrouvé dans ces cours des Visconti de l'époque, des jeux de cartes princiers du XVe siècle enluminés avec les mêmes genres de personnages qui sont représentés avec ces femmes, avec des coiffes extraordinaires, et qui sont déjà un peu de la jet set de l'époque. Elles ont toutes ces formes très élancées, très fines. Les hommes aussi ont des coupes de cheveux très particulières. Enfin, vraiment, on voit toutes les cours raffinées de ce gothique international de la fin 14e, début 15e siècle. Les mêmes genres de personnages que vous retrouvez dans les grands ouvrages enluminés de la fin du XIVe siècle, comme par exemple les très riches heures du duc de Berry. Alors je ne sais pas si ça vous parle, ça, les très riches heures du duc de Berry. Mais en tout cas, le duc de Berry, bah, tout le monde connaît, hein, voilà. Et il a commandité et c'était la mode d'ailleurs pour beaucoup des princes de cette époque-là, il avait commandité un magnifique ouvrage de prière, en fait, ce qu'on appelle des heures. Tous les cours de nobles avaient de tels ouvrages enluminés. Et le duc de Berry, dans celui-là, particulièrement, on voit des scènes de chasse, des scènes de la vie quotidienne, qui sont exactement dans ce style de ces belles peintures que l'on voit en Italie sur des fresques ou sur ces cartes de tarot enluminées du XVe siècle. Voilà. Donc, on a dans ces cartes qu'on appelle le tarot de Marseille que l'on a vu aujourd'hui, leurs grands ancêtres sont des cartes enluminées du XVe siècle. Je vais essayer de vous en montrer quelques exemples un petit peu plus tard. Donc, le jeu de tarot, on a à la fois le jeu à 4 couleurs traditionnel de 52 cartes, à laquelle on a rajouté 22 atouts. Alors, ces 4 figures, ça représente un petit peu une sorte de cour royale, hein, avec les valets, les cavaliers, les dames, etc. Puis, on voit à travers tous ces personnages des cartes allégoriques une représentation des fêtes qui se passaient à cette époque-là. C'était une époque, en fait, où il y avait de nombreuses cours où il y avait une grande magnificence et chacun cherchait un petit peu à épater l'autre d'un certain côté. Je ne sais pas si vous vous rappelez personnellement les cours du duc de Bourgogne après la guerre de 100 ans, enfin au tournant de la fin de la guerre de 100 ans. Non, mais non, mais moi je me rappelle très bien de cours scolaires. Et il y avait des grandes fêtes, par exemple, pour le duc de Bourgogne, où il y avait des grands banquets. Et à un moment, dans ce grand banquet, il y avait des pâtés énormes qui arrivaient comme ça. Et dedans, il y avait des groupes de musiciens qui sortaient. Il y avait des chars aussi, de fleurs. Enfin, chacun se faisait, c'était un peu la jet set de l'époque, hein, et toutes ces cours rivalisaient de magnificence, rivalisaient d'ingéniosité, et les artistes de l'époque, les peintres, les gens comme Léonard de Vinci, qui avaient aussi des connaissances d'architecture, d'ingénieurs, tous ces gens-là participaient à la réalisation de ces fêtes
à la fois aussi, c'était le début de l'humanisme. Il y avait toute une réflexion nouvelle qui se faisait avec l'arrivée, la redécouverte des auteurs latins. Et cette période très riche intellectuellement et artistiquement était aussi une période où ces personnes-là, commanditées par des princes, des ducs, des rois, cherchaient à développer des thèses, des théories, et en même temps à montrer et à magnifier toute cette vie de cour qui était la leur. Alors, les grands carnavals, les grandes fêtes qui se déroulaient à cette époque-là, comme on les retrouve sur les fresques des palais et des églises de l'époque, on les retrouve aussi sur ces cartes enluminées qui petit à petit, avec le développement de l'estampe, deviendront ce que l'on a aujourd'hui. Il y a eu deux courants, donc le courant du tarot de Marseille qui est resté avec l'iconographie italienne ancienne traditionnelle, modifiée entre l'enluminure et l'estampe, il y a un monde forcément, il a fallu simplifier, on a perdu énormément de symbolisme, on a perdu énormément même de l'esprit du jeu premier. Et puis de l'autre côté, avec le développement de l'estampe, on a eu un jeu par contre plus populaire, qui s'est simplifié, qui s'est modifié au niveau des régions. En France, il a été rediffusé en Italie. Du côté de l'Est de la France et de l'Allemagne, il a pris aussi une autre tournure, etc. Donc, ça c'est un peu le volet qui concerne l'histoire du jeu en elle-même. Et là, je voudrais vous montrer un tableau. Donc, en résumé, et là je vais peut-être vous remontrer quelques cartes. Voilà. Un peu italienne de l'époque, pour vous montrer un peu ce que pouvaient être ces tarots à la charnière entre les fameux tarots de princes, des enluminures, des chefs-d'œuvre, véritablement dorés à leur fin, peinture à l'œuf, vous savez, des chefs-d'œuvre, d'ailleurs qui ont pu durer certains jusqu'à maintenant. Et puis, vers le XVIIe, XVIIIe siècle, il y a eu, le dessin s'est figé, s'est simplifié, s'est modifié parfois, et puis il y a eu de nombreux jeux que l'on retrouve à l'identique encore aujourd'hui en Italie. Les Italiens encore jouent avec ces jeux, comme le tarot de Marseille, ils jouent encore à certains jeux avec ces mêmes dessins, plus simplifiés et un peu idéalisés. Alors, je vais vous faire circuler 2-3 jeux de tarot piémontais qui sont encore en usage aujourd'hui et qui ont été l'inspiration, la source de ce que l'on appelle, nous, le tarot de Marseille. Mais Marseille, c'est un terme usurpé, en fait. Alors, ça peut plaire ou ne pas plaire, ce que je dis, mais c'est un fait. Il n'y a pas eu de production cartière à Marseille avant peut-être le début du XVIIIe siècle. Et bien avant Marseille, les cartes étaient fabriquées à Lyon, étaient fabriquées à Avignon, étaient fabriquées dans bien d'autres villes. Elles proviennent bien d'Italie, et ce n'est qu'une reprise tardive. Marseille, c'est une production cartière très très tardive. Pourquoi on a fini par nommer ces cartes tarot de Marseille? Je ne sais pas trop, ça fait partie des mystères du développement de certaines choses. Peut-être parce que le courant occultiste au XIXe siècle, à travers Papus, à travers certains grands auteurs comme cela, ont vulgarisé cette terminologie. On a fini par l'appeler tarot de Marseille, mais il aurait fallu peut-être plus dire plus justement tarot piémontais. Ou alors, oui, le tarot piémontais aurait été beaucoup plus judicieux. Voilà. Alors mon tableau est petit, oui, je sais, j'ai pas plus grand non plus. Mais ça nous aidera peut-être un petit peu. Voilà. Vissez en haut. Je sais que ça va. Voilà, parfait. Voilà. Je vais vous l'approcher un peu. Voilà.
Alors, on va faire bref, et on va complexifier un petit peu. On va faire bref. Au niveau du temps, Il te reste encore une vingtaine de minutes avant la... Parfait, voilà, c'est bien. On va faire bref, mais comme c'est important d'aborder cette partie-là, c'est un petit peu complexe peut-être, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on distinguait encore 3 catégories de tarot à enseigne italienne, d'après le nombre de cartes. Il y a le tarot de Venise, il y a 78 cartes, le tarot de Marseille, dont vous avez vu quelques représentations ici. Mais par contre, à Bologne, on joue aussi avec un jeu de tarot qui n'a que 62 cartes, qui a été réduit. Parce que déjà à l'époque, on trouvait qu'il y en avait beaucoup. Mais en même temps, les gens ont produit des tarots. Et ils l'ont produit avec leur sensibilité, donc il y a des modifications sur le dessin, déjà, qui se produisent dans cette ville-là. Et puis alors, la fin du fin, c'est qu'il y a un 3e courant, que l'on appelle le tarot de Florence. Et à Florence, vous connaissez la cour des Médicis, c'est des gens férus d'astrologie, une ville phare de la Renaissance. Eh bien, à Florence, on va encore, au lieu de réduire le jeu, on va le complexifier. De 78, il passe à 97 cartes. On rajoute des cartes, mais oui, authentiques, et on jouera à ce jeu, c'est le Minciat, et on joue encore dans certains coins de l'Italie. Alors c'est très local, hein, je vous dire franchement. Ça s'est aussi exporté en Sicile, où la Sicile l'a encore modifié d'ailleurs. Donc ce jeu à 94 cartes est un 3e courant, hein, le Minciat. Alors là, il y a un nouveau symbolisme qui s'est rajouté. Ce sont des cartes sur l'astrologie, les éléments, voilà, toute cette philosophie d'humanisme chrétien de la Renaissance. Et donc, là ici, vous avez ces 3 courants, hein, qui sont ainsi nommés. Et alors, l'importance de dire cela, c'est que l'ordre de ces tarots, qui est les cartes numérotées que vous avez aujourd'hui dans ce fameux tarot dit de Marseille, qui est utilisé par l'occultisme principalement, maintenant plus pour le jeu en France, encore pour le jeu en Italie, eh bien cette numérotation est tardive. Elle date aussi 16e, 17e siècle, parce qu'au départ, les cartes n'étaient pas numérotées. Au 15e siècle, au 16e siècle, on ne numérotait pas les cartes. Les gens connaissaient, je ne sais pas comment, mais l'ordre des cartes d'une certaine façon, mais on ne numérotait pas les cartes. La numérotation... Est-ce qu'il y avait le nom par contre? Le nom, c'est pareil. Le nom est venu aussi tardivement. C'est d'ailleurs le nom, c'est devenu une habitude française. Quand ils ont reçu les cartes d'Italie au début du XVIe siècle, ils ont commencé, en effet, certains quartiers de Rouen, certains quartiers de Paris et de l'Est de la France, de Strasbourg, ont commencé à, parce que je pense que c'était complexe, ils ont commencé à notifier le nom de ces cartes, et petit à petit, justement, on a fini aussi par numéroter. Mais cette numérotation, justement, par rapport à ces 3 courants, le premier courant qui est à gauche, c'est le courant qui vient de Ferrare, qui est peut-être le plus ancien. On n'en a que des traces littéraires. On n'a pas de carte réellement, et puis comme il n'y a pas de numérotation en plus, c'est un manuscrit particulièrement d'un moine qui jetait un peu l'anathème sur les jeux de cartes, qui a donné ce premier ordre, où on voit justement, et là je vais en parler plus longuement bientôt, on voit que ce premier ordre est tout à fait différent de celui traditionnel, qui est le dernier ordre, qui est celui de Milan, milanais, piémontais, qui est l'ordre qui est celui aujourd'hui de l'occultisme du tarot de Marseille. Entre les deux, il y a un ordre un petit peu intermédiaire, qui est celui de Bologne, de Florence, qui est encore un petit peu intermédiaire. Et on voit surtout que, justement, il y a un mouvement de certaines de ces cartes qui se sont passées. La papesse, par exemple, ici on voit très très bien qu'il y avait
un ensemble de 2 premières cartes, le fou et le battleur, qui commençait la série. Et puis ensuite venait une suite de 4 cartes qui étaient la représentation du pouvoir un peu de l'époque, avec toujours une moquerie un peu carnavalesque, puisqu'il y avait une papesse et un pape, une impératrice et un empereur. Hein, cet ordre premier tel qu'il était nommé du côté de Ferrare et de la cour des Est, où on pense certainement que les tarots ont dû provenir à l'époque. Et après cette suite de 4 personnages, qui représentent un peu le pouvoir temporel, il y avait une autre suite de 4 cartes, la tempérance, l'amour, le char, le triomphe et la force, qui représentaient les vertus, le côté moral exemplifié. Et puis ensuite, vous avez une autre suite de 4 cartes, la roue de fortune. La roue de fortune, ça on en a tous un peu une idée, je pense, du symbole de cette roue de fortune. Et on a ensuite un ermite, un pendu et la mort. Alors le pendu, c'est pas un pendu traditionnel, c'est un pendu par un pied, parce qu'en fait on ne pendait pas les gens par les pieds, ça aussi c'est un mythe. En Italie, traditionnellement, quand une personne avait commis une trahison ou avait manqué à son devoir de soldat ou autre, de prince, peu importe, eh bien on représentait cette personne sur des grandes tentures, sur des grandes peintures, qui étaient exposées dans la ville. C'était une marque d'infamie, en quelque sorte. Hein. Et puis le nom de la personne était nommé, enfin il était exilé, c'était une punition plus grande à l'époque pour les gens d'être ainsi jetés en discrédit que même de les punir physiquement. Donc le pendu n'est pas un pendu. Il n'y a que quand ces jeux arriveront en Sicile que ce pendu redeviendra un pendu ordinaire, parce qu'en Italie du Sud, cette pratique n'était pas du tout courante. À la cour de Naples, hein, qui était gérée différemment, ce n'était pas du tout la tradition. Après, alors là, donc nous avons, on a dit les quatre grandes vertus morales, et après, donc entre la fortune, l'ermite qui représente le temps, le pendu qui représente l'infamie, le discrédit, et puis la mort, ce sont les grandes forces, les grandes imprécisions de l'époque qui peuvent frapper l'homme. Viendront ensuite deux autres cartes très importantes, le diable et la maison Dieu, qu'on appelle dans le tarot de Marseille le diable et la maison Dieu. Mais là encore, le diable et la maison Dieu, ce n'est pas c'est un sens. Il faut bien se dire qu'à l'époque, le monde de l'Europe était beaucoup plus, ressemblait davantage au Proche-Orient, je dirais, que... Oui, mais excusez-moi, oui, c'est pas facile, hein, oui. À une prochaine fois, j'espère. Merci. Donc le monde chrétien du Moyen-Âge à l'époque ressemblait beaucoup plus au Proche-Orient, dans le sens que c'était un sorte de totalitarisme religieux qui gérait toute l'Europe. Il faut s'imaginer une chose, et moi ça m'a toujours paru incroyable, et ça ne remonte pas si loin. Tout le monde connaît par exemple le tableau de l'Angélus de Millet, au XIXe siècle. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce qu'on voit un couple de paysans qui font la prière à l'Angélus le soir. Mais imaginez, c'est comme l'appel du médecin au Proche-Orient, 5 fois par jour. Eh bien en Europe, à cette époque-là, 5 fois par jour, on était rythmé par matine, nonne, l'Angélus, je ne sais pas quoi, etc. etc. L'hébraïsme, la vision chrétienne englobait toute la société. Et justement ces princes de l'Italie, de ces grandes cours, en même temps qu'ils étaient des personnes parfois complètement amorales et violents et autoritaires, c'était en même temps des personnes qui étaient toujours prêts à aller à l'église
est toujours prêt par des grands artistes à se créer des livres d'heures ou des choses comme cela. Ils étaient imprégnés de cet idéal chrétien, et cet idéal chrétien était aussi politiquement la motivation des grands empereurs, parce que depuis Charlemagne, l'empire chrétien n'a pas cessé d'être réactivé successivement, que ce soit par Maximilien, par Charles Quint. Ça a toujours été cette idée d'un monde idéal, d'une nouvelle Jérusalem, et quelque part, le monde chrétien se prenait vraiment comme une deuxième Israël. Hein. Ils avaient vraiment cette vision. C'est ce qui imprégnait cette société, et encore très tardivement, malgré les Lumières, malgré la Révolution, ce sentiment a encore perturbé. Mais à cette époque-là, au niveau des jeux, c'était encore très prégnant, très présent. Et cette carte du diable et de la tour représente en fait ce moment qui fait partie de l'idéal chrétien, au cœur de l'idéal chrétien. C'est celui qui est exprimé dans la Genèse par la chute, hein, ce mythe de la chute, où on voit Adam et Ève qui sont expulsés du paradis, et c'est cette carte ici de la maison Dieu qui représente ce châtiment, ou Sodome et Gomorrhe, qui en est la conclusion en quelque sorte, qui représente cette expulsion avec un ange au glaive de feu, ange qu'on retrouvera un petit peu plus tard au moment du jugement dernier, qui reviendra avec le glaive de vérité pour apporter le salut et l'espoir au monde chrétien. Donc ces deux cartes représentent en quelque sorte le cœur de la pensée de cette époque-là, de la pensée philosophique, religieuse, spirituelle, et qui les marquait à cœur, en quelque sorte. Après ces deux cartes, on verra trois cartes cosmologiques, la Lune, l'étoile, le Soleil, qui, elles, représentent pas simplement le côté cosmologique, un peu de la vision de l'époque, où les astres avaient une grosse influence, etc., mais ça représente peut-être plutôt aussi la société, au sens des puissances, des groupes de connaissances, des choses comme ça. C'est plutôt symbolique, c'est plutôt dans un sens symbolique. Et puis en dernier, on aura trois cartes qui sont là, qui sont justement le jugement, la justice et le monde. Le monde, alors là, justement, je vais prendre, pour illustrer plus mon propos rapidement et terminer en beauté, j'espère. Voilà. Je vais prendre quelques cartes, voilà, pour vous redéfinir un peu ces choses-là. Voilà. J'ai ici des cartes de ces tarots vénitiens du XVe siècle de Milan. Hein, ce qu'on appelle de la cour des Visconti Forza. Voilà. Grande famille ducale qui étaient des familles, on appelle ça le leadership de l'époque. Hein, voilà, le leadership. Donc on voit que le fou de ces cartes-là, je vais faire circuler cette carte-là, voilà. Le fou de cette époque représente beaucoup plus un homme primitif, n'est pas du tout un amuseur ou un jongleur ou quelque chose comme ça, c'est vraiment l'homme primitif. Et on pense plus à Gargantua, on pense à des choses comme cela. C'est la force première, c'est la force vitale. On voit que derrière, il y a... Ici, j'ai une autre représentation de cette carte qui justement fait partie de l'exposition l'exposition de 2009 qui est toujours en ligne. C'est laquelle? Ça, justement, c'est le fou. D'accord. C'est la carte sans nom, la non numérotée de la 22e carte, ou la carte 0, hein, qui représente, et qui est exactement identique à celle-là. On voit là, on a vraiment l'idée de Gargantua, du grand géant, et puis en même temps, il y a un érotisme, une truculence. Hein, on voit l'idée des bourses, bon, voilà. Trois fous. Comment? J'en ai trois fous, là.
Ce sont différentes cartes qui représentent la même illustration du fou à différentes époques, mais qui sont à l'origine de ces cartes du tarot de Marseille. Mais on voit que l'idée donc de ces premiers tarots italiens, avec la dégénérescence et la perte du symbole à travers la navigation en quelque sorte de ces cartes, aussi la réalisation par l'estampe. L'estampe est aussi une technique, l'estampe avec la gravure sur bois amène automatiquement une perte de la définition. Vous ne pouvez pas représenter ce que représentait un artiste par la peinture au trait sur une enluminure, vous ne pouvez pas représenter ça sur une carte. Et puis les quartiers, finalement, ils se simplifient la vie. Hein. Donc au bout d'un moment, ils se disent, bon, il y a un gars là, comme ça, là, on fait simple. Voilà. Non mais on fait simple, c'est ça. Ici, vous avez par exemple cette carte du battleur. Le battleur, c'est beaucoup plus la personne qui jouait au bonto, vous savez, à l'époque, qui trompait un petit peu les gens avec des jeux d'argent, des choses comme ça. Voilà. Derrière, vous avez justement des gravures de ces premières planches de jeu. Certaines sont assez abîmées, qui datent du XVIe siècle. C'est des belles couleurs. Hein. C'est des très très belles couleurs, des très très beaux jeux. Dans ces dernières cartes que nous avons ici, qui sont justement la carte du jugement, on voit bien que là, on est dans la définition de l'Apocalypse, où c'est l'ange du jugement dernier qui vient ressusciter les morts. On voit qu'on est complètement, et pas du tout dans une tradition humaniste, latine ou quoi que ce soit, on est bien dans une vision chrétienne, d'une société qui est encore pétrie de cet idéal, de cette vision chrétienne. Hein? Ça, c'est le mat là-dedans, le mat. C'est ce que tu tiens. C'est le fou, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Voilà. Cette carte qui n'a pas de numérotation, jamais, même dans le tarot de Marseille actuel. Et la justice, là dont il est question, n'est pas une vertu. Il s'agit bien, non, c'est pas une vertu, et j'en ai compris. Et vous confondez tout. Non, non, je suis très clair moi sur non, non. Oui, non, non, mais il y a deux étapes dans l'eschatologie chrétienne. Il suffit de lire l'Apocalypse, c'est une retraduction de l'Apocalypse, hein, ni plus ni moins. Il y a on lit l'Apocalypse, hein, d'abord au son de la trompette, les morts ressusciteront, etc., etc. Voilà. Et ensuite viendra la justice divine. À ce moment-là, c'est là où le Christ viendra avec une verge de fer, il jugera les vivants et les morts. Je cite de mémoire, hein, voilà. Et je cite de mémoire. Et donc la justice dont il est question, et c'est justement il y aura un changement de sens au XVIe et au XVIIe siècle, où justement avec le développement politique et l'importance, la diminution du rôle de l'Église par rapport au pouvoir politique, la justice perdra son rôle qu'elle avait de providentielle, de vision justement de justice divine, pour redevenir, elle remontera dans la liste, dans le tarot de Marseille, elle reprendra une place plus élevée, on la remettra comme une vertu plus humaine, plus politique, et elle redeviendra une justice humaine. Alors qu'au départ, ici, il s'agit bien d'une justice divine. C'est un ange, c'est une personne qui représente un idéal justement christique. Hein. Après le jugement, oui, voilà, il y a, et donc en finale, après justement le jugement et la justice, il vient la Nouvelle Jérusalem, c'est cette dernière carte du monde, hein, avec les 4 évangélistes que l'on voit dans le tarot de Marseille, mais qui ici sera simplement une carte qui sera représentée par un ange qui domine cette Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, comme il est décrit dans l'Apocalypse. Voilà. Donc, très rapidement, la description et quelques courtes explications sur les différences d'ordre que l'on peut trouver dans le tarot de Marseille, mais l'ordre de Ferrare, l'ordre originel premier de ces premiers tarots, a beaucoup plus de sens. C'est une série de 2 principes, 3 fois 4 vertus, le monde séculier, le monde politique, les vertus et les aléas de la vie humaine. Et puis ensuite, après les 2 cartes
qui représenteront le mal, hein, et la perte du jardin d'Éden. On aura 2 séries de 3 cartes qui représenteront les grandes forces cosmiques et les fins dernières humaines. Fins dernières qui se termineront avec l'espoir de la Nouvelle Jérusalem. Donc on voit qu'on est vraiment dans les grandes cours de Florence, dans les grandes parades de Milan, il y avait toujours ces grands carnavals princiers, qui n'étaient pas ceux, bien sûr, du populaire, qui défilaient ainsi avec des empereurs, des papes, des vertus sur des chars de triomphe, etc. Voilà. Écoutez, je vous remercie. On va pouvoir échanger peut-être un peu plus pour ça. J'espère que ça vous a une petite ouverture sur ce monde fascinant des cartes à jouer, des cartes de tarot. Et puis de voir quand même que ça ne déprécie pas le courant de l'occultisme, de dire que le jeu en lui-même a bien une histoire, une signification symbolique première. En effet, par la suite, comme quand on écrit le Da Vinci Code, on est libre, on peut dire, d'interpréter un petit peu certains faits, certaines situations, certains blancs dans l'histoire, mais on ne peut pas prétendre que c'est de l'histoire. Là, par contre, c'est là où l'occultisme, parfois, a été trop loin, avec Kurt Gebelin et autres. Mais par contre, le monde de l'occultisme, de l'imaginaire, est tout à fait important et précieux. Et les deux peuvent très très bien cohabiter. Merci. Merci.